Comment l'Afrique peut-elle améliorer sa gouvernance? C'est le thème de la semaine. Nous en parlons avec Jeanne Taninewe Handjaou. Elle est consultante en communication politique et économique, collaboratrice proche de l'ancien président ghanéen, Jerry John Rawlings. Elle est ancienne reporter économique et politique de plusieurs journaux et magazines, Figaro, Le Point, Le Monde, Paris Match par exemple, PDG de société, présidente de l'ONG No Limit for the Best. Madame Mandjaou, merci d'être avec nous. Merci, monsieur Bouko. Avec vous, docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. Il est homme politique, homme de lettres, chercheur en gouvernance de l'État et sécurité internationale, maire adjoint, LAC 3. LAC 3, c'est Agbo-Drafon. Docteur Gnagnon, merci de rester avec nous. Toujours un plaisir. Et Agbo-Drafon, comment va le petit Popo? Nous sommes à Agbo-Drafon. Cette commune-là située entre les deux eaux, comme j'ai l'habitude de le dire, entre le lac et la mer. C'est le fief des poissons et des sifiors, c'est-à-dire avec venez manger du poisson chez nous. C'est également une zone qui est très propice pour l'implantation des hôtels, la restauration. Et nous voulons, notre ambition, c'est de faire de cette commune la capitale touristique du Togo. Nous y sommes, nous y travaillons. Agbo-Drafon, qui a joué d'ailleurs un grand rôle dans l'histoire du Togo. Comme capitale, non, la déjà première commune du Togo, oui. C'était également à Agbo-Drafon. Et c'est aussi également un carrefour historique en termes de l'esclavage, la mémoire collective qui parle de l'esclavage, parce que nous avons chez nous la maison des esclaves et puis le puits de Nimagna. Mais la maison des esclaves oublie. Mais comment se fait-il que ces villes, ces premières villes, n'ont pas pu garder le cap et vont à reculons, on va dire? C'est une parenthèse, on va refaire Il est rapidement. question de pouvoir entretenir, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Lorsque, par exemple, il manque cette politique culturelle de pouvoir véritablement protéger les mémoires collectives, cela peut véritablement aider. Mais tant qu'il n'existe pas une politique dans ce sens, c'est malheureusement l'évidence que nous avons, les sites touristiques qui peuvent devenir également l'économie touristique sont oubliés. Mais je peux dire, ma foi, qu'actuellement, au niveau de notre commune, nous avons beaucoup discuté avec le ministère de la Culture, qui est aujourd'hui à pied d'œuvre pour pouvoir d'abord reprendre la maison des esclaves et essayer de réfectionner et pouvoir au mieux rentabiliser ce site touristique-là aux yeux du monde entier. Merci. Docteur Gnagnon, les téléspectateurs sont très nombreux à vous poser des questions. Plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Nous allons relayer les questions d'un moment à l'autre. Le temps, docteur Gnagnon, de vous relancer sur le sujet dont on parlait avant la pause, c'était la corruption. Qui a gangréné un peu les administrations, les pouvoirs publics, les entreprises en Afrique. Est-ce que vous partagez ce constat? Pourquoi vole-t-on partout en Afrique? Bien, bon, je peux rapidement dire que oui, l'élément basique même de la corruption, c'est le vol, c'est l'élément basique. C'est le vol qui est plus flagrant, où on constate que il y a cet acte qui est posé, et que ce soit à toutes les échelles, à tous les niveaux, le petit fonctionnaire de l'État ou bien de petit fonctionnaire de l'État qui dans son bureau, on lui demande d'acheter des fournitures de bureau, il fait les montants, etc. Il fait une surfacturation et puis il part avec les fournitures, il laisse seulement quelques-uns dans le bureau, quelques-uns des articles dans le bureau. La corruption commence, le vol commence comme cela, surtout au niveau de l'administration publique. Les gens ne savent pas qu'en le faisant ainsi, ils pensent qu'en Afrique, on a une mentalité, c'est que c'est pour l'État. Quand quelqu'un parle, il dit que c'est pour l'État. Donc, il y a le problème dans les entreprises privées aussi, les mêmes systèmes oui, dans les entreprises privées également, cela s'est beaucoup développé aussi. Mais il faut quand même dire que pour définir la corruption, il y a quand même des canevas, des standards, des standards normatifs qui existent pour dire véritablement à quel niveau ou bien dans quel cas véritablement on parle de corruption. Il faut dire également que il y a une typologie qu'il faut établir.
au niveau de la corruption. Il y a la corruption même au niveau des États qui ont la corruption en normes de gouvernance et corruption d'État à État, un peu comme le trafic de drogue ou le trafic des armes. Il y a la corruption à ce niveau. Il y a même des États qui se sont développés grâce à la corruption d'État. La corruption ou la prédation? Dans ce cas-là, on parle de Non, prédation. non, la corruption qui facilite même l'émergence de millionnaires, de milliardaires qui essaient même de faciliter leur émergence, tout en peut-être quelquefois même en leur créant des conditions, même en les protégeant. Vous voyez par exemple la Corée du Nord. La Corée du Nord, dans la question de vente d'armes, donc puisque la Corée du Nord est toujours sous embargo, il y a des contournements, des stratégies de contournement sur le plan international, parce qu'au niveau de la Corée du Nord, par exemple, il y a de l'embargo sur l'or, sur la vente des bracelets, des voitures de luxe, etc. La Corée du Nord ne peut pas avoir accès à ces éléments-là normalement. Mais l'État nord-coréen met des moyens en œuvre pour pouvoir faciliter, n'est-ce pas, ces transactions ou ce commerce-là à des compatriotes, à des citoyens nord-coréens. L'État s'implique pour pouvoir les aider. Donc il y a par exemple le cas de la Chine. La Chine s'est développée également un peu sur la base même de la corruption d'État. On ne dit pas que la corruption est une bonne chose à ce niveau-là, mais ça c'est au niveau des États, un peu comme je le disais tout à l'heure, la question du trafic d'armes. Par exemple, la question du trafic d'armes. Les États peuvent se vendre des armes, mais les individus ne peuvent pas circuler avec les armes. Et pour les individus, c'est illicite, mais pour l'État, c'est licite. Eh bien, encore qu'il faudra apporter des preuves. Voilà. Pour non, mais essayer c'est une évidence, c'est une réalité. La preuve, il y a des normes internationales qui régissent la vente d'armes. Vous voyez, par exemple, la dernière fois, vous avez vu, la France peut vendre des armes à d'autres États. La Russie peut vendre des armes. Mais quand on voit un individu aller vendre des armes, ça pose problème. Oui, parce qu'au niveau de l'État, c'est contrôlé. Voilà, c'est pour cela qu'au niveau de la corruption, la question de pots de vin, vous savez, c'est des réalités en fait qui viennent se heurter à des valeurs, à l'éthique. Prenez par exemple l'Allemagne ou alors les pays scandinaves. Vous voyez, dans ces pays-là, il y a même un élu local, quand il fait ses dépenses sur ses propres comptes ou bien quelquefois quand il utilise sa carte-là, les dépenses sont signalées partout. Par exemple, le jour où il prend sa carte pour aller acheter quelque chose qui rentre dans des considérations privées, ça pose problème. J'aurais aimé des exemples en Afrique. Il y a des pays en Afrique où la corruption est réprimée, comme au Botswana par exemple. Et vous voyez aujourd'hui le cas du Botswana, l'évolution et le développement au Botswana. Donc vous voyez par exemple en Allemagne, il y a d'abord l'éthique qui est là. Vous repartez en Europe. Non, je suis en train de donner ces exemples-là pour revenir en Afrique et créer le paradoxe. Ouais, donc pour voir le raisonnement que je suis en train de suivre, pour revenir en Afrique et créer le paradoxe. C'est-à-dire que l'éthique est établie en normes et c'est fondamental, par exemple en Allemagne. Maintenant, pourquoi est-ce que la corruption a terrain fertile chez nous en Afrique? C'est parce qu'il y a du laxisme lié donc à ces fondamentaux normatifs qui doivent normalement également aider. Donc en Afrique, la corruption, le détournement des deniers publics, le crime économique est instauré en mode opératoire. Et ce qui fait mal, c'est en fait ce qui entretient malheureusement cette pratique, c'est l'impunité. C'est-à-dire que la lutte contre la corruption devient finalement une utopie. On commence, on n'aboutit jamais. Il y a des crimes économiques qui sont commis dans beaucoup de pays africains. Et jamais, les enquêtes, même qu'on nous le dit, n'arrivent jamais à aller jusqu'à la fin pour que les résultats, les responsabilités soient situées ou bien que les criminels soient saisis. Mais est-ce que la culture africaine est un terreau fertile au développement de la corruption? En principe, non. Oui, Madame Andiaou, parce que l'Afrique, avec la solidarité, avec l'empathie, avec la générosité, est-ce que c'est un glissement vers la corruption, la gabegie, l'impunité, comme il dit? Je vais plus ou moins aller dans le sens de mon frère ici, tout en apportant certaines précisions qui sont personnelles. La formule même de l'État que nous pratiquons, la formule de l'État que nous pratiquons en Afrique, ne peut que favoriser certains comportements. Dans quel sens? Parce que ici, je ne parlerai pas, moi, du fait que les Africains
qui est corruption. Le mot corruption, voilà, ça me pose un problème par rapport à notre formule que nous pratiquons, tout simplement. Parce que tout à l'heure, vous donniez l'exemple de gens dans les structures qui surfacturent, par exemple, et disent d'ailleurs que c'est pour l'État. Et dans ce sens, je dirais justement que il y a un vrai souci quand tu dis, par exemple, que c'est pour l'État. Mais l'État, c'est qui, en fait? Donc, ça veut dire que la personne se soustrait carrément de l'État. Donc, en gros, il ne fait pas partie de l'État. Donc, pour lui, c'est pour l'autre. Donc, je peux voler son truc. Je prends vraiment l'exemple que vous dites, ces personnes qui disent c'est pour l'État. Voilà. Donc, quand on vole quelqu'un, ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Donc, on vole la chose de la personne, en gros. Or, dans nos systèmes traditionnels et tout, que moi, vraiment, qui sont les systèmes ou le style de gouvernance que je cautionne plus ou moins, c'est qu'on doit faire de telle sorte que tout ça nous appartienne aussi. On doit impliquer la population. Quand tu voles, tu surfactures quelque chose, tu dois savoir que tu es en train de te surfacturer toi-même aussi. Alors, c'est dans ce sens que je veux dire que ce n'est pas du tout un problème, je ne pense pas que c'est, entre guillemets, un problème de corruption ou de vol, comme on dit, mais c'est un problème d'éducation. Moi, je dirais que c'est un vrai problème d'éducation. Parce que la formule de l'État même favorise certaines choses. Mais lorsqu'on nous éduque à ce qu'on sache quand même que tout ça là, ça fait partie de notre propre, ça fait partie de nos avantages en fait. C'est pour nous, c'est pour l'État. C'est quand on dit l'État, je ne sais pas ce qu'on met dans l'État, mais de pouvoir quand même dire à la population et que la population sache, ou la personne qui travaille dans cette administration sache que elle est là, tout ce qu'elle fait, ça va dans son intérêt aussi. Donc quand tu surfactures ou bien que tu économises de l'argent pour l'administration, tu économises aussi de l'argent pour toi, tout simplement. Vous parliez tout à l'heure de justement les surfacturations. Mais pour moi, c'est la même chose, par exemple, que la personne qui sort de son bureau et qui laisse la clim tourner toute la journée. Et en plus, qui laisse la clim tourner jusqu'au lendemain. Il vient à 6h ou 6h30 ou 7h du matin au travail et il part à 18h, mais la clim tourne toute la journée. Le pire, c'est qu'il part, il laisse la clim tourner jusqu'au lendemain matin. Il rentre et puis il voit que tout ça, c'est du gaspillage. Moi, c'est toujours du gaspillage parce qu'on n'est pas attaché à ça. On est complètement détaché. Pour nous, c'est que bon, c'est pas à l'autre, quoi. C'est pardon à l'autre, c'est pas à nous. Donc, à ce moment-là, il y a un vrai problème d'éducation. On peut l'observer justement dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que j'ai remarqué de plus en plus quand même ici au Togo, et c'est que notre éducation se dégrade. Ça se dégrade complètement, dans le sens où même dans la rue, quand nous allons, tu vas voir quelqu'un en train de ramasser du sable pour aller faire son truc dans sa maison. Or, il suffit juste de lui expliquer qu'en ramassant ce sable-là, dans cette ruelle-là, quand il y aura des inondations, il ne faut pas qu'il vienne se plaindre qu'il y a des... Mais entre-temps, il met son quartier en péril, lui-même y compris. Et donc, ce n'est pas pour l'État. Pour lui, lui ramasse le sable de l'État, ce n'est pas à lui. Il pense que c'est normal parce qu'il ramasse le sable de l'État. Mais donc, le problème aussi, tout le monde laisse faire, tout le monde regarde et personne n'est interpellé. Justement, c'est là où il y a le problème. Donc, il va falloir que nous interpellions nos frères et sœurs à pouvoir contribuer à la bonne gouvernance, au bon style de gouvernance, avec le bon style de gouvernance, mais tout simplement contribuer à ce que les choses avancent positivement. Mais on ne peut pas toujours se retirer et toujours être derrière à dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche individuellement, en fait? Voilà. That's the question. Donc, that is the question. So, on devrait quand même se poser la question et recentrer la question sur notre rôle, le rôle de la population par rapport
quand on critique tout ça et tout. Mais quand on envoie des ordures dans les caniveaux, dans les poubelles d'à côté et tout ça, dans la rue, et qu'après il y a des inondations, après on dit que l'État n'a pas fait, l'État n'a pas fait. Mais il va falloir aussi que nous-mêmes aussi nous contribuions avec et que nous forcions aussi des fois l'État à faire ce qu'il doit faire. Oui. Et à ce moment-là, quand nous avons fait notre part et que l'État ne fait pas sa part, on peut parler. Mais Oui. quand on ne fait pas notre part et qu'après l'État n'a pas peut-être fait sa part, on est très mal placé pour parler, quoi. Eh bien, ça, c'est l'autodiscipline, mais je vous renverrai la question tout à l'heure. Pourquoi en Afrique, l'autodiscipline n'est pas cultivée, n'est pas une réalité? Pourquoi on ne s'autodiscipline pas? Vous allez me donner vos raisons. On va, puisque cette émission, c'est aussi celle des téléspectateurs, on va commencer par relayer leurs questions. En premier, Richard, le fidèle de Kara, Richard Tagwa. Pour moi, il ne fait aucun doute que la gouvernance en Afrique est sombre. Partir de là pour améliorer cette amélioration, prendant donc corps dans les mentalités depuis sa petite famille jusqu'à l'occupation des postes au sommet de l'État. Une gouvernance politique doit s'adapter à nos propres réalités, à nos problèmes, en n'important pas les styles de gouvernance d'autres pays qui finissent par nous avaler même si on peut s'en inspirer. Gouverner comme on le fait à ce jour dans nos pays est purement et simplement la colonisation améliorée. Madame Andiaou, Richard parle de mentalité. Oui, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je parle, pour aller dans le sens de M. Richard, justement, je parle de structure mentale. Lorsque nos structures mentales sont défaillantes, on ne peut pas parler de structure matérielle. Parce que ce sont les humains qui vont construire. Ce sont les humains qui vont faire ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais lorsque nous avons nous-mêmes les structures mentales qui vacillent, on va dire, qui ne sont pas vraiment là, on doit justement reposer la question sur les structures mentales. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel là maintenant? Qu'est-ce qui doit aller dans notre avantage? Il faut reconstituer les choses dans notre intérieur. Et ça passe par vraiment la reconstitution des structures mentales. Et dans ce sens-là, je suis plus ou moins d'accord avec Qui et comment se Richard. reconstituent les structures mentales? Par qui et comment? Alors, vous voyez par exemple, aujourd'hui, la formule de l'État, c'est que l'État doit tout contrôler. On met tout sur l'État. On repose tout, on met tout, tout se repose sur l'État. Même balayer devant sa propre porte. Aujourd'hui, dans nos rues, c'est l'État, la mairie. Monsieur est ici qui pourra justement le témoigner aussi. C'est qu'on attend tout de l'État. La mairie doit pouvoir ramasser les ordures, la mairie doit rendre propre le quartier, la mairie. Mais et nous dans tout ça, quand tu vois ta propre déventure qui n'est pas bien là, on a besoin de venir te dire de balayer ça. Mais ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que nous n'avons pas les structures justement adéquates, c'est vrai. Mais par contre, je trouve que nous-mêmes, on a arrêté de faire les efforts. La population a arrêté de faire les efforts. On veut tout mettre sur l'État. Et c'est ça que je dis qu'il faudra que nous-mêmes, on se réveille. Mais vous demandez qui, c'est ça? Oui. Qui va nous réveiller? Si on attend qu'on nous réveille, il y a un problème. Hein. Bon, enfin, je ne sais pas, mais ça peut passer par la sensibilisation. Peut-être qu'il y a des gens, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est vrai. Effectivement, on peut avoir besoin d'aide des fois. Et dans ce sens-là, peut-être que nous dirigeants, les mairies, les élus, les enseignants. Voilà, les enseignants. Ça passe aussi par l'éducation, vraiment au bas âge et tout, peuvent éduquer justement dans ce sens-là. L'éducation civique et politique, ça existe et tout. On doit reprendre certaines formules qui permettent justement de pouvoir nous implanter certaines valeurs, certains principes qui nous ramènent justement à la bonne formule qu'il faut. Mais ça existait, hein.
Monsieur Boko, Dans ça le temps. existait dans le temps, mais maintenant, malheureusement, ça s'est beaucoup dégradé. Le Alors, monde s'effondre. voilà, ça Diabalo s'effondre vraiment. nous écrit de Dapaon. Diabalo de Dapaon pour vous, docteur Gagnon. Un coucou spécial à nos deux invités. La gouvernance en Afrique est très défaillante. Aucune notion de prévoyance. Nos États attendent toujours l'approbation des Occidentaux. La gabegie financière et les détournements de fonds publics sont le leitmotiv de la gouvernance en Afrique. Nos dirigeants doivent réfléchir en termes générationnels. C'est Marcelin Diabalo. Oui, mais il a parfaitement raison. Ne serait-ce que le 12 dernier, c'était la journée internationale, la journée mondiale de la jeunesse. Et le thème, c'était beaucoup plus la question d'intergénération. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et en Afrique, c'est marrant de constater que les gens trouvent des solutions lorsque la situation, lorsqu'ils sont in media res, ils sont dans la chose, ils sont dans la situation. C'est lorsque la situation survient qu'on finit par rapidement commencer à réfléchir. Je crois que la survenance de la COVID-19 a, au-delà des États occidentaux, a aussi donné des leçons aux États africains, à savoir comment qu'il faut véritablement prévoir. Les politiques publiques doivent se définir en termes de prévision. Et vous savez, par exemple, quand on parle de gouvernance, moi, j'estime que vous prenez par exemple l'Union africaine en elle-même, avec son agenda 2063, c'est des projections qui se font et c'est normal. Et le défi doit être à ce niveau, au niveau des États également, dans des projections. Les États doivent s'inscrire dans des projections et quelquefois sur la durée. Malheureusement, qu'est-ce que le Togo dans 50 ans? On ne sait, on ne saurait le dire. Qu'est-ce que, par exemple, un autre pays, le Ghana peut-être, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop la réalité, mais beaucoup d'États africains sont dans cette sorte de cécité, de malvoyance politique qui fait qu'ils réagissent, ils réagissent plutôt d'agir. Et quand on réagit, c'est parce qu'une situation vient vous exciter et c'est sur la base de cela que vous réagissez. Mais quand vous agissez, cela voudra dire que vous avez un chronogramme réel, programme planifié et pour pouvoir agir et implémenter toute une politique. Donc, nous avons beaucoup de politiques, malheureusement, quelquefois également, qui sont conçues, mais c'est la mise en œuvre également qui pose des problèmes parce que les canevas opératoires qu'il faut mettre en place pour pouvoir implémenter posent également d'autres problèmes. Il arrive aussi que les finances qui doivent accompagner deviennent également des problèmes. Donc, oui, la gouvernance en Afrique pose un réel problème de planification. Regardez nos villes, par exemple. Nos villes, aujourd'hui, les questions d'aménagement du territoire, surtout dans certains pays, posent problème parce que les schémas directeurs ne sont pas disponibles. Qui datent des indépendances, bien d'avant même les indépendances. La mise à jour de ces schémas pose problème et moi je trouve carrément quelquefois aberrant que pour un pays qui doit faire la mise à jour par exemple du schéma directeur des villes de son pays, qui doit encore chercher des partenaires chaque fois. Et tant que vous n'avez pas de partenaires techniques et financiers, vous ne pourrez pas mettre en œuvre ces projets-là. Ça pose problème pour le développement. Les questions même d'éducation, la réforme du système éducatif, lorsque par exemple il n'y a pas de budget de l'État, parce que généralement quand vous prenez nos États, vous allez voir rapidement leurs priorités. Quel est le pourcentage que l'État réserve par exemple à la santé? Quel est le pourcentage que l'État réserve à l'éducation? Quel est le pourcentage, etc. Maintenant, tout cela échelonné sur la durée et projeté. Vous allez voir alors, il y a un élément très important que je voudrais souligner rapidement en termes techniques, la transition démographique et puis les questions de dividendes démographiques. Lorsqu'on parle aujourd'hui de transition démographique et de dividendes démographiques, surtout en Afrique, parce qu'il a parlé de prévoyance, la jeunesse togolaise ou la jeunesse africaine, à un moment donné, la surpopulation, le surpeuplement se poursuit. Maintenant, les besoins seront également croissants, sans cesse croissants. Les besoins en termes de formation, en termes d'éducation, les besoins en termes d'éducation, les besoins en termes de santé, les besoins en termes de logement, en termes d'emploi, les besoins seront également là de façon croissante. Alors, quelles sont les réponses idoines, les réponses adéquates que l'État ou les États prévoient déjà pour ces différents, en se projetant, en capitalisant le dividende démographique, en pensant que la jeunesse
Parce que, de façon paradoxale, le vieux continent est devenu le jeune continent, quand je veux parler de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est le vieux continent et c'est l'Afrique qui est devenue également aussi le jeune continent parce que disposant aujourd'hui, comportant aujourd'hui une population suffisamment jeune, mais qui n'est pas totalement active. Donc c'est un réel défi. Donc, quand on parle de questions très bien formé non plus. Voilà, des questions de prévoyance en termes de gouvernance, et c'est une question assez importante parce que il faut absolument que nos États, la planification dans nos États soit véritablement des planifications assez adaptées aux besoins et aux réponses idoines, aux besoins correspondantes aux problèmes identifiés. Pierrot, depuis l'Iowa aux États-Unis, bonjour le plateau. Ma question va à Madame Anjou. Pourquoi les chefferies traditionnelles au Togo ne sont pas respectées comme au Ghana et au Burkina Faso? Je n'ai jamais vu le chef de l'État ou un ministre togolais s'accroupir pour saluer un chef traditionnel. Chez nous, c'est plutôt les chefs coutumiers qui courent vers les autorités politiques. Les chefs coutumiers n'arrivent même plus à ramener les politiciens à la raison. Madame Anjaou? Merci, monsieur Pierrot. Monsieur Pierrot. Merci pour la question. Je vais toujours aller dans mon sens pour rester cohérente. Hein. Alors, est-ce que la formule ou le style de gouvernance ou la formule de l'État que nous avons laisse la place aux chefs traditionnels? Ça leur donne quel pouvoir en fait? Parce que c'est la vraie question que moi je me pose. Quelle est la place du chef traditionnel dans ce système, dans notre système? Parce que dans l'ancien système, avant la colonisation, bien sûr qu'il y avait un respect aux chefs traditionnels. Ils ont une place très importante dans le système, dans la gouvernance. C'est d'ailleurs, ils sont les garants des traditions, des formules ou des systèmes de gouvernance qu'il y avait. Mais par contre, quand on change les choses, forcément, ils n'ont plus la même place. Ils n'ont plus cette place-là qu'il faut. Alors, déjà, c'est la question que c'est une question-réponse, quoi, pour Monsieur Pierrot. Maintenant, à côté, pourquoi au Ghana ou au Nigeria, au Burkina Faso, avec le Moro d'Amba. C'est différent, voilà. Ben, ces pays ont su aussi garder. Tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Grâce au feu président Ronlis, par exemple, pour le Ghana, ils ont su quand même donner une place aux chefs traditionnels. D'ailleurs, le président Ronlis lui-même était chef Ntifafa. C'était un chef traditionnel, à part son poste, donc ses activités politiques et tout. Donc, pour dire que ces gens ont été éduqués déjà dès le début à pouvoir donner ce respect aux chefs-là. Vous allez voir que ici chez nous, ce sont les anciens qui ont encore ce respect aux chefs traditionnels. Mais la jeunesse d'aujourd'hui ne regarde pas, ne donne pas de valeur aux chefs traditionnels. Ça ne fait pas partie de notre éducation réelle. Donc, on peut pas. C'est pas l'État qui ne donne pas en fait la place aux chefs traditionnels. C'est pas l'État en fait. C'est un système en fait. C'est tout un ensemble de choses. C'est vraiment tout le système qu'il faut revoir carrément afin de pouvoir revoir l'éducation en elle-même. C'est dès la maison que ça doit commencer. C'est notre système éducatif même qui doit changer. Quand je dis système éducatif, je ne parle pas de ce qu'on doit apprendre seulement à l'école, attention. Mais dans nos maisons, comment on éduque nos enfants, comment nous voyons les choses, les valeurs qu'on leur transmet et tout, c'est tout ça qui doit faire. Parce que si, tout à l'heure on a parlé entre guillemets du vol dans les entreprises, si un enfant ou si quelqu'un, vole dans une société ou dans l'entreprise, c'est qu'il peut voler à la maison. C'est qu'il vole à la maison. Donc pour dire en tout cas que si l'éducation a été donnée comme il faut, si les valeurs ont été transmises, ça se répercute forcément sur sa vie sociale ou sa vie professionnelle. Donc dans ce sens-là, pour répondre clairement à M. Pierrot,
Au Ghana, ils ont eu certaines opportunités ou certaines chances par rapport à la façon, au style de gouvernance qu'a imposé plus ou moins au début le feu président en liste. Maintenant, dans d'autres pays, ils le font aussi, comme au Nigeria, comme vous dites. Les chefs d'ailleurs sont reconnus par l'État nigérian et c'est dans leur système d'État, de gouvernance, pardon, dans leur style de gouvernance et dans leur formule d'État, les chefs traditionnels, les rois, ils sont reconnus. Les familles royales sont reconnues, par exemple, par l'État et tout. Mais dans le nôtre, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc, il va falloir que je vais vraiment revoir le système, le style de gouvernance, la formule de l'État, mais aussi revoir l'éducation à la maison, à comment l'école transmettre et toutes tout ces ça. valeurs. Comment transmettre toutes ces valeurs. Moi, je pense que c'est tous ces paramètres rassemblés qui peuvent ramener justement les choses comme peut-être elles peuvent être, en tout cas mieux. Bonjour Niveau, très bonne émission. C'est Pascal qui nous écrit de Barkwasi dans la région des Savanes. Selon moi, il serait difficile d'améliorer la gouvernance en Afrique, surtout francophone, puisque les présidents africains, la majorité, sont imposés par l'Occident, surtout la France. Du coup, ces derniers sont des marionnettes, d'où la malgouvernance de l'Afrique. Pascal de Barkwasi, c'est un sentiment quand même partagé, hein, pas beaucoup en Afrique. Oui, vous savez que le cordon ombilical de l'Afrique, surtout des pays, des ex-colonisés africains vis-à-vis donc de la métropole, avec quelques complexes au niveau des enceintes politiques, reste toujours évident. Parce que, vous savez, tout ce système de la France-Afrique est une réalité. Ce système de la France-Afrique qui fait une coopération entre la seule France et des États africains a toujours conditionné un certain nombre de réalités, des choix politiques même en Afrique, dans beaucoup d'États africains, des orientations stratégiques et l'immixtion dans des élections, dans l'élection même des chefs d'État en Afrique. Cela a toujours posé problème. Je ne vais pas encore revenir ici à la série, cette sorte de campagne de coup d'État qui d'abord a eu lieu juste après les indépendances parce que la France voulait encore avoir même mise contrôle sur la gouvernance dans les États africains. Donc c'est clair que tant que ce cordon ombilical n'est pas rompu de façon effective, il y aura toujours des difficultés pour les États africains à se prendre en charge dans une dynamique d'autodétermination. Aujourd'hui, où on peut apprécier de diverses manières tout ce qui se passe entre le Mali et puis la France, parce que c'est un cas d'école d'actualité. On peut également se demander comment est-ce que cela se fait entre le Burkina et la France, quel est aujourd'hui les liens de coopération entre le Togo et la France et la Russie, par exemple. Donc, c'est autant de réflexions qui doivent se faire parce que, justement, pour qu'un État soit vraiment indépendant, l'État là a certaines fonctions régaliennes à assumer. L'État a certaines fonctions vis-à-vis des populations. La préservation de son territoire, parce que pour définir l'État, on a la population de façon classique, la population, la force de contrainte, et puis le territoire. Donc si nos États ne sont pas parvenus aujourd'hui de façon classique, traditionnelle, à protéger leur propre territoire, parce que le problème malien, c'est d'abord un problème de maîtrise du territoire. Cela pose problème. Si on prend par exemple la dynamique population et que l'État africain n'arrive pas à véritablement répondre aux besoins des populations, santé, éducation, formation, instruction, etc., ça pose problème. Si l'État, en termes de contraintes, en tant que pouvoir, n'arrive pas à mieux, de façon proportionnée, à exercer son pouvoir et à établir, instaurer un état de droit, un cadre juridique de gouvernance qui justement respecte à la fois les fondamentaux des droits de l'homme et politiquement la démocratie, ça pose également problème. Donc c'est pour dire tout simplement que nos États ont des difficultés à pouvoir assumer ces fonctions, ce qui malheureusement quelquefois continue toujours de favoriser l'immixtion, l'ingérence à la fois de cette fameuse communauté internationale et au-delà de laquelle il y a également certains États policiers
qui sont là pour pouvoir être derrière nos États qui semblent être des États élèves, malheureusement. Plus rapidement, bonjour Gilles, du moment où nos dirigeants fonctionnent à la merci des colons, l'affaire de gouvernance en Afrique est d'avance une peine perdue. On n'a pas le contrôle, on n'a contrôle sur rien. Isaac Bino Bemadon depuis le Bénin, il est plutôt pessimiste, hein, Madame Andjaou. Je pense que Monsieur Gilles, c'est ça? Oui. Alors, Monsieur Gilles, je pensais tout simplement de la déception qu'il manifeste, on va dire. Je ne pense pas qu'il ne veut pas que ça marche. Je pense que tout Africain, nous voulons tous que ça marche, que ça aille de l'avant. Mais des fois, on peut être déçu, on peut être un peu blasé, puis on peut jeter un petit peu aussi l'éponge un petit peu. Mais bon... On reprendra voilà. Donc c'est vraiment, je pense que Monsieur Gilles est juste un petit peu blasé. Bino. Monsieur Bino. Monsieur Bino, voilà. Pardon. Donc Jacques de Sokolé, on ajoute sa question en même temps. Salut Niwod, merci pour la thématique de gouvernance. La mauvaise gouvernance est la base des divers conflits et la pauvreté en Afrique, surtout francophonie. Il faut une bonne foi pour toutes. Il faut une bonne foi. Qu'est-ce qu'il dit? Là, je me mélange. Il faut une bonne foi pour toutes. Définir les caractéristiques élémentaires de la bonne gouvernance. Rendre compte de la gestion, être honnête et humain. En vérité, il n'y aurait pas de pauvres en Afrique, sauf qu'il n'y a que des victimes des systèmes de gouvernance. Il a dit quelque chose qui est très... le nom, s'il vous plaît? Jacques. Monsieur Jacques. De Sokoré. Voilà. Monsieur Jacques, merci. Il a dit quelque chose, un mot qui est très important, c'est le mot humain. Dans le sens où si nous pourrons tout simplement être bienveillants les uns envers les autres, je pense que nous pourrons voir les choses autrement. Et nous ferons les choses autrement. Lorsque Est-ce qu'on peut rester humain dans un monde capitaliste où l'argent dicte ce qu'il faut faire à tout le monde? C'est difficile. Mais par contre, on peut toutefois tout simplement avoir des valeurs. C'est pour ça qu'il faut pas oublier la fondation. C'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir déjà. En avoir déjà une bonne fondation, avoir de bonnes valeurs. Mais on ne peut pas dire que personne n'aimerait avoir quand même une vie agréable et tout, et s'offrir peut-être ce qu'il a envie de s'offrir. Puis bien sûr, selon chacun ses envies. Quelqu'un peut avoir envie d'une Ferrari pour être heureuse, mais quelqu'un d'autre se contenterait d'un petit Tigo pour être heureux. Voilà, ou de son vélo. Mais l'important, c'est d'être heureux, tout simplement. C'est de cultiver cet intérieur paisible. Ouais. Maintenant, si dans ce sens-là, nous avons tous une certaine bienveillance les uns envers les autres, on peut peut-être ressentir aussi et voir les besoins de l'autre afin de savoir comment justement pouvoir faire les choses d'une façon beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste. Tout simplement. Fabrice Yomi nous écrit du Niger, de Niamey au Niger. Bonjour Niwod, bonsoir à tous les invités, les téléspectateurs de l'émission Forum. Il faut une application des lois constitutionnelles et le respect des serments que nos dirigeants africains prêtent le jour de leur investiture à la magistrature de nos États. Tant que nos chefs d'États africains vont chercher à changer les constitutions de leurs pays respectifs pour s'éterniser au pouvoir, nous allons toujours assister au coup d'État. Pour améliorer la gouvernance, il faut la limitation des mandats et le respect de ces mandats, éviter la corruption et le détournement des fonds publics. Que pensez-vous du lien entre limitation des mandats et gouvernance? Et surtout modification, changement des constitutions. Donc je crois que d'abord sur le respect des tests que l'on s'est prescrits, c'est important. Rousseau avait déjà dit que c'est cela la liberté. Ce qui voudra dire que pour véritablement avoir une gouvernance améliorée, il est important que les gouvernants puissent respecter les institutions d'abord, respecter même le fonctionnement des institutions et les tests, surtout la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes encore dans une sorte de ce qu'on appelle le nouveau constitutionnalisme, la suprématie de la Constitution, le respect de la Constitution
Mais malheureusement, des événements récents ont porté un coup dur à cette réalité. Mais la vérité, c'est qu'il il est important que pour la régularité, pour le bon fonctionnement, pour un développement harmonieux et une paix sociale ajoutée à une cohésion sociale importante, il est clair que nous devons respecter les dispositions constitutionnelles dans nos pays. Mais sur la question de changement de constitution, je crois quand même qu'il faut également éclairer la lanterne des téléspectateurs pour dire que oui, dans un pays, une constitution n'est pas inamovible, n'est pas comme ça ad vitam aeternam. La constitution est le reflet des réalités d'une nation. C'est-à-dire que lorsque les besoins, les réalités changent, on peut également modifier la constitution pour l'adapter. Il y a beaucoup de nations qui peuvent toujours modifier les constitutions, mais cela dépend également de ce que l'on modifie dans la constitution. Donc il y a ce qu'on appelle la dynamique constitutionnelle qui permet qu'on puisse modifier les constitutions au regard des besoins de l'heure pour pouvoir les adapter, mais que cela ne rentre pas dans une sorte d'instrumentalisation. Donc c'est vrai qu'il y a des verrous importants pour rendre très difficile les changements, les modifications, les révisions de constitution. C'est tout simplement peut-être pour aider à ne pas rendre la chose trop facile, mais que cela se fasse tout simplement en dernier recours, au moment où on en a vraiment besoin. Lorsque, par exemple, vous prenez des États, les États-Unis, il y a beaucoup d'amendements qui sont intervenus en France, beaucoup d'amendements qui sont alignés au Togo. Et il y a également des amendements qualitatifs. Oui, des amendements qualitatifs, on en a besoin. Mais lorsque, par exemple, il y a des dispositions constitutionnelles qui, en fait, ne doivent pas, qui sont un peu comme consacrées tabou. C'est-à-dire, si dans la Constitution, par exemple, on a mis qu'il y a limitation de mandat, ce n'est pas normal qu'on aille maintenant briser la forteresse là pour pouvoir passer. Nous avons vu l'épidémie de troisième mandat qui a sillonné un peu l'Afrique, surtout et qui continue de sillonner l'Afrique et qui a causé des dégâts aussi en Guinée. Et un paysan qui a forcé la porte et après a été forcé de partir. Donc malheureusement, je crois quand même que c'est des réalités qu'il faut éviter. Il nous reste 5 minutes, on va faire plus vite. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Bonne émission. Je salue Dr Niagnon et Madame Andjaou. Merci beaucoup pour vos efforts. C'est Kossi Francis Atakpa qui nous écrit. Bonjour, Niwod, et à tous les téléspectateurs. À mon avis, le problème de la mauvaise gouvernance en Afrique est dû à plusieurs facteurs. Comme exemple, la longévité des présidents au pouvoir. Un jeune comme monsieur Jean-Emmanuel Niagnon à la magistrature suprême du Togo, par exemple, peut être la solution. C'est Jean qui nous écrit depuis Kara, encore qu'il a tenté d'être candidat à l'élection présidentielle. Emmanuel Niagnon, bonjour Niwod, bonjour aux invités. Je remercie Madame Andjaou, car selon moi, elle a évoqué avec justesse le problème qui mine la gouvernance ou le développement de l'Afrique. Un arbre ne se développe pas avec les racines d'un autre arbre. Un cocotier ne peut pas s'épanouir à partir des racines d'un manguier. Merci beaucoup, Madame Maussi Amoueni de Afanya Bouleta. Merci beaucoup, Madame Maussi. Est-ce que c'est Madame ou Monsieur? Il doit être Monsieur. Monsieur. Bonjour, c'est maintenant Constant qui nous écrit. C'est long. Je salue les invités. Le thème de l'émission est bien choisi et pose clairement le problème d'existence même d'une vision et de stratégie de développement dans la gouvernance des États africains. Aussi longtemps que tout se définira en Occident par les colons pour l'Afrique, cette dernière ne se développera jamais. Qu'appelle-t-on fondamentaux? Qui les définit? Et ils constituent les prismes d'appréciation de nos valeurs. Ce qui est plus grave, c'est que les décideurs d'aujourd'hui et de demain sont déjà moulés dans le modèle colonial et ne pourront rien changer. Ce n'est toutefois pas une fatalité. L'Afrique a des ressources pour tirer profit de la rencontre des cultures, pour asseoir les bases de son développement, comme la Chine l'a fait. Encore faut-il que ceux qui ont la décision en aient l'intelligence. Docteur Niagnon? Oui, c'est clair. Je crois que les fondamentaux doivent également se définir par nous-mêmes. C'est nous-mêmes de façon structurante qui devons définir nos propres fondamentaux, qu'il s'agisse des questions de démocratie, de gouvernance de l'État, de droits de l'homme, etc. Et je voudrais dire que les questions de gouvernance, surtout en Afrique, il y a encore des volets que notre ami n'a pas soulevé. C'est des volets sécuritaires.
Les volets sécuritaires, parce que quand la gouvernance ne prend pas en compte tous les éléments, il y a l'intrusion quelque part, ce qui oblige aujourd'hui à devoir faire face à la menace terroriste. Cela également est un élément de la mauvaise gouvernance. Lorsque nous avons aujourd'hui la géopolitique de la faim, lorsque la faim devient criade, FAIM. voilà, lorsque la faim devient criade, alors donc les populations sont abandonnées à elles-mêmes et cela montre véritablement le visage de notre gouvernance. Nous Il est allons, important de pouvoir y travailler. nous allons conclure. Bonjour Gilles, bonjour aux invités. Entre la démocratie occidentale et les formes de gouvernance que les peuples africains avaient avant, au temps de nos grands-parents, au travers des empires et royaumes, qu'est-ce qui convient le mieux pour l'Afrique? Ayesou Kankwe Maouli depuis Afagnan. Corneille nous a écrit aussi, bonjour le panel, il faut savoir que les dirigeants africains, et surtout ceux de l'Afrique francophone, ne sont pas libres par les actes qu'ils posent au quotidien. Comment un pays qui n'a pas sa propre monnaie peut-il orienter sa propre économie quand on sait que l'argent est le nerf de la guerre? Corneille Kwasi depuis Abidjan, nous saluons notre ami, notre cher consultant Corneille depuis Abidjan. Merci, monsieur Woukoff. Donc, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez vu qu'il n'y a que moi qui peux répondre à cette question. Vous êtes l'économiste du plateau. Alors, pour répondre à sa question rapidement, justement, il parle de la question précédente qui parle de la monnaie ou... Non, de l'autre. Lui, il a parlé de gouvernance des peuples africains. Voilà. Avant les temps ouais. de nos anciens. Les empires, voilà. Les royaumes, leur Exactement. mode de gouvernance. Il demande qu'est-ce qui est le mieux. Oui. Voilà. Franchement, il n'y a pas forcément de mieux ou pas mieux. Il y a tout simplement une réalité. Déjà, il faut connaître notre histoire. Il faut avoir une identité. Une fois qu'on a notre identité, à ce moment-là, on pourra définir ce qu'il faut par rapport à nos réalités. Donc, il faudra s'asseoir pour faire ce travail. Exactement. Il faut s'asseoir pour faire ce travail. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Tout à l'heure, je vais rapidement mettre la parenthèse tout en répondant au monsieur. Monsieur Gnagnon a parlé de problèmes sécuritaires. Et pour moi, le problème sécuritaire est toujours laissé à l'État. Gouvernance sécuritaire, toujours l'État. L'État doit mettre en place la gouvernance sécuritaire. L'État doit mettre en place un style de gouvernance pour la sécurité. Mais il n'y a pas mieux que la population elle-même pour se sécuriser, à mon avis. Dans quel sens? Lorsque la population met la main à la pâte, tout le monde ensemble, avec justement l'État. Qui dit État? Moi, je dis État, voilà, parce que souvent, dans le jargon de tout le monde, dans le sens où l'État, on dirait que l'État est à part, c'est-à-dire les politiques sont à part. Et la population est aussi à part. Or, l'État, c'est tout le monde, justement. Donc, c'est toute une... La coproduction de la sécurité. Voilà. Donc, c'est nous tous, nous devons mettre la main à la pâte. Kwasi, depuis le Niger. Bonjour, Nyon, pour que la gouvernance soit une réalité, nous devons officialiser l'une des langues nationales les plus parlées dans nos pays respectifs. Ils sont encore très, très nombreux à vous écrire. On ne pourra pas répondre à tout le monde. Bonjour, monsieur Boko, aux invités. Une petite histoire. Je suis dans la commune Agouin-Nivé 4. Il y a une rue totalement impraticable et les jeunes du quartier se sont organisés à arranger avec 3 camions de remblais et ont mis en contribution les passants. La mairie interdit l'initiative, que c'est illégal et depuis 2 ans, l'endroit est resté non arrangé. C'est aussi donc de la corruption ou non? Les gouvernants devraient voir leur gouvernance. Et Sordina de Toglekopé. 30 secondes pour conclure, docteur Gnagnon. Non, mais je crois que oui, on n'a pas eu suffisamment de temps pour parler de gouvernance de l'Afrique ou en Afrique, parce que on aurait pu dire encore beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut dire... Ça nous arrange, ça nous permet de vous faire revenir. Ce sera avec plaisir. Je suis resté sur ma soif un peu. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que l'Afrique a besoin de révolutionner, de réformer un certain nombre de choses.
que ce soit les institutions, les mécanismes, les instruments qu'il faut pour la bonne gouvernance. Il y a des standards, oui, qui sont des standards vis-à-vis des partenaires techniques financiers, mais à notre niveau, nous-mêmes en tant qu'Africains, nous devons réinventer nous devons nous approprier cette dynamique-là. Comme le dirait l'autre, l'heure de nous-mêmes doit sonner. Madame Voilà, Diaw. donc l'heure de nous-mêmes doit sonner pour pouvoir avancer et changer beaucoup de choses. Merci beaucoup. Non, pour conclure, je vais juste dire, quand un système atteint ses limites, il faut la reconnaître. Il faut la reconnaître. Mais souvent, nous faisons l'erreur de la consolider, de consolider cette limite, de consolider le système, de consolider tout simplement en apportant toujours ici, par les constitutions par ici, modifier ceci, apporter encore une loi par ici. Quand un système atteint ses limites, il faut reconnaître et revoir comment refaire réinventer nous réinventer tout système. simplement. Quel nouveau système pour le futur de l'Afrique? Madame me donne un nouveau thème sur lequel on va plancher très prochainement. Merci beaucoup à nos fidèles téléspectateurs. La réalisation a été assurée par Magloire Adoukou. Au plateau pour les caméras, c'était l'affaire de Thomas Tchoyi. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.